Bonsoir à tous, bienvenue dans Zone Interdite. Climat et décor assez particulier, vous le constatez, puisque je me trouve dans le stand de tir du GIGN. C'est un endroit important car c'est ici qu'a lieu une des épreuves les plus spectaculaires de la formation de ces hommes. Il s'agit du tir de confiance. Ce gendarme que vous voyez face à moi va me tirer dessus. Pourquoi prendre un tel risque et à quoi sert cet exercice? Vous le découvrirez dans un instant. En attendant, nous allons partir à la rencontre de ces super gendarmes du GIGN. On les connaît pour leurs interventions lors de prises d'otages. On sait moins qu'ils participent aux arrestations de gros trafiquants de drogue ou à la protection des personnalités dans les pays en guerre. Les équipes de Zone Interdite ont passé plus d'1 an dans le quotidien de ces hommes et de ces femmes. C'est un film inédit d'Aurore Belzer et de Jean-Marc Philibert. Nous nous retrouvons dans un instant pour le fameux tir de confiance. « 5 heures du matin, sur un parking de la banlieue lyonnaise. Le début d'une journée de travail presque ordinaire pour les hommes du GIGN. Alors là, ce sont des gens qui font des braquages sur des camions de fret, donc notamment ici de cigarettes. Puis bien évidemment, ils arrêtent le camion avec des moyens qui leur sont propres, donc tir de Kalachnikov. Ce sont des gens qui vivent en l'arme à côté d'eux. Et dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans leur bulle, ils n'hésitent pas à faire feu. Une opération dangereuse. Mais c'est la routine pour les super gendarmes qui n'interviennent que sur les missions à haut risque. Ces hommes, vous ne verrez pas leur visage. La loi l'interdit. Ok, yo, pour tous, on débarque. Ok, on attend juste 20 secondes que Jean finisse de s'équiper. Allez, en tête, Christophe. La procédure est rodée. Les hommes du GIGN rejoignent leur objectif. Putain, sans prendre de ta radio. Approche en silence de cette petite maison où loge le délinquant. En tête, l'artificier chargé de déposer l'explosif qui fera sauter la porte. Une technique que seule cette unité d'élite maîtrise en France. Les gestes sont précis. Ils ont été répétés des centaines de fois à l'entraînement. Allez, Ici. Retourne-toi, montre tes mains. Montre tes mains. Tu bouges, je te ramasse. T'es clair? Ouais, c'est bon, individu interpellé. Il est seul pour l'instant, oui. Ça s'est passé comme prévu? Comme prévu, tout s'est bien passé. L'individu est interpellé. Votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Je regarde sur le lit, là. Vous êtes en garde à vue, vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit à un médecin, vous avez le droit de prévenir un membre de votre famille. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Ouais, bien sûr, j'ai compris. Ouais? Il n'y a pas de souci? Ok. Vous êtes calme? Ça se passera bien? Surpris par l'explosion, le suspect réputé dangereux n'a opposé aucune résistance. C'est grâce à leur entraînement que les hommes du commando réussissent à maîtriser leur stress lors de ces interventions musclées. Il y a de l'explosif, il y a un peu de fumée, il y a de l'eau par terre, il y a des débris, il faut faire attention de ne pas tomber. On a un champ de vision qui est relativement rétréci. L'équipement, le casque pare-balles, la visière, le gilet. Donc effectivement, c'est une question d'habitude. C'est comme tout, il faut beaucoup s'entraîner avec, dans toutes les configurations. C'est pour ça qu'en entraînement, on pousse beaucoup. Chaque année, les hommes du GIGN réalisent plus de 200 missions et procèdent à plus d'une centaine d'interpellations. À 20 km à l'ouest de Paris, le camp militaire de Satory. Voici le quartier général du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, siège de cette unité des forces spéciales très prestigieuse. Une zone ultra sécurisée. Il nous a fallu 2 ans de négociations pour avoir le droit d'y poser notre caméra. Ici, 400 gendarmes triés sur le volet s'entraînent aux missions les plus dangereuses.
Lutte contre le grand banditisme. Libération d'otages. Action antiterroriste. Attaque chimique. Ou menace nucléaire. À l'étage, de target pressé. Même à l'entraînement, ces hommes risquent leur vie à chaque instant, car ici, les tirs se font uniquement à balles réelles. Le GIGN, une unité d'élite qu'on n'intègre qu'au terme d'une sélection impitoyable. Nous sommes en mars 2011. À Satory, aujourd'hui, c'est le début des épreuves de recrutement. Tous les ans, une quinzaine de super gendarmes quittent l'unité, il faut donc les remplacer. Cette année, ils sont 120 à avoir postulé. Les candidats doivent être gendarmes depuis 5 ans et avoir moins de 34 ans. Je pense que là, ils sont inquiets. Là, je pense qu'ils ont la boule au ventre. Ils sont peut-être impatients de commencer, mais ils sont inquiets, ils ont les visages un peu fermés. Allez, maniez-vous les derniers là. Posez vos affaires dans un coin. 3 mois de sélection avant d'entamer une formation de plus d'1 an. Les candidats vont être poussés dans leur dernier retranchement par les instructeurs du GIGN. Ils s'apprêtent à vivre l'enfer. Mais je crois que vous n'avez pas compris le système. On demande de vous rassembler. S'il y en a un qui est prêt, normalement vous êtes tous prêts. Vous vous souvenez, vous, de votre prestage? Oui, je me souviens de tout. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines épreuves qu'on n'oublie pas, quoi. Et puis c'est quelque chose dans la carrière d'un gendarme qui est inoubliable, quoi. C'est un passage obligé. Inoubliable dans quel sens? Mais dans le mauvais sens. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Tests physiques, pression psychologique, privation de sommeil. Les candidats devront repousser leurs limites pour ne pas craquer. Très peu seront encore là à la fin des épreuves. Allez, venez. Approchez-vous là. Chaque jour, ils seront entre 2 et 6 à abandonner. Pour les accueillir, c'est le patron du GIGN en personne qui a fait le déplacement. Soyez bien conscients que ce qu'on recherche, c'est d'abord un groupe. Donc soyez tous solidaires, aidez-vous les uns les autres. Ne cherchez pas à dissimuler vos personnalités. De toute façon, les examinateurs sauront faire ce qu'il faut pour savoir qui vous êtes réellement et savoir vos forces et vos faiblesses. C'est maintenant que ça va commencer et ces semaines-là vont vous paraître très longues. Oh, allez vos culs. Le cul, je sors. 10 pompes, 10, 8, 9, 10. Un plus de plus. Allez, le cul, je sors. On le garde. Allez, on monte au terminal, on se mène le cul. Allez, plus vite. Allez, ça descend et on se mène le cul. Roulade. Les instructeurs du GIGN leur crient dessus sans relâche. Objectif, les déstabiliser pour identifier les plus résistants à cette pression psychologique. Ces hommes sont tous des athlètes, mais après 10 jours de sélection, la moitié a déjà abandonné. Pour ceux qui restent, 10 km de course et d'exercice en race campagne, lestés d'un sac de plus de 20 kilos. J'aimerais pas être blessé avec un copain comme vous là, hein. Maniez-vous le cul. Ok, vous changez. Eh, t'es pas vraiment blessé, hein. Tu peux te relever plus vite que ça. Mène-toi le cul. Dans l'eau. Allez, la gueule dedans. Camoufle-toi la gueule. Allez. Oh, suis-moi. Remets dedans. Encore, allez, continue. La question lancinante qui les taraude, qui va commencer à les tarauder et qui va ne plus les quitter, c'est qu'est-ce que je fais là? Oh, c'est timide ça. Vous vous êtes posé cette question, vous, quand Bien vous sûr, avez la tête dans la bien sûr, mais Quelle tous les était jours. votre réponse? Ah ben, si je suis encore là, c'est que qu'est-ce que je fais là? C'est que j'ai pris la bonne décision. Voilà, c'est ce que je veux faire. Pas me rouler dans la boue, pas être mouillé quand on court, mais rentrer au GIGN, quoi qu'il en coûte. C'est pour ça que je suis fait. Vous rampez. Allez. Allez, les derniers. Qu'est-ce que tu fous derrière? T'es encore à la ramasse. Tu vas monter dans le 4x4, t'es pas loin du camp là. Dépêche-toi. T'as mis déjà 500 mètres à rattraper le groupe. De toute façon, plus tu seras lent, moins tu récupéreras. De toute façon, tout le monde attend, mais tout le monde récupère. Il n'y a que toi qui récupère pas. Il n'y a que toi qui s'ouvre. Marc est gendarme mobile. Allez, debout, tu rejoins les autres. Il est originaire du Sud-Ouest. Intégrer le GIGN est pour lui le rêve de toute une carrière. Mais assommé par la fatigue, il a du mal à suivre. Il y en a qui veulent arrêter. Non. Ok, alors on me suit. On te parle là. Tu vas arrêter ou quoi? T'arrêtes ou tu suis? Allez, décide-toi là. Alors tu rattrapes les autres là, mets-toi le cul.
Après quelques kilomètres, l'écart se creuse avec ses camarades. Le jeune homme n'en peut plus. Les instructeurs sont impitoyables. Tu l'arrêtes ou quoi? Il t'a dit, ouais. ok. Bon. Arrivé face à la difficulté, il y a un moment donné où on peut soit franchir le cap, soit baisser les bras. Bon, il a choisi de baisser les bras, nous, ça ne nous pose pas de problème, mais ça ne correspond pas au profil des gens qu'on cherche. Mais pas question d'abandonner son rêve. Marc veut s'accrocher. Moi, José, c'est fini là. Tu veux continuer? Je peux continuer. Il va te falloir les rattraper là. Tu penses que tu peux les rattraper? Tu vas essayer? C'est parti. Allez. À bout de force, il parvient à rejoindre ses camarades. Allez, derrière, t'as de la flotte. Dépêche-toi. Allez, saute. Je veux plus te voir. Je veux plus te voir. Oh, c'est pas 3 secondes dans l'eau. Je veux plus te voir. Mets-toi dans l'eau. Oh! Oh, t'écoutes ce qu'on te dit? Allez, sors de l'eau. Allez, sors. Tu sors par là. Dépêche-toi. Oui, on a essayé de lui parler, il nous répond pas. Il est plus lucide, donc lui, il est plus maître de lui, donc c'est nous qui avons décidé de l'arrêter, pour sa sécurité. Cette fois-ci, c'en est trop. Pour lui, l'aventure est terminée. Un abandon de plus parmi les candidats. Il n'en reste plus que 20. Et pour les jauger, chaque exercice livre ses enseignements aux instructeurs du GIGN. Oh, il y en a qui ont pris des gros cailloux, ça c'est bien. Il y a des mecs qui sont courageux. Ils sont comment mes cailloux là? Carlier, ils sont comment tes cailloux? Oh, ils sont énormes. Vous prenez tous des cailloux comme ceux de Carlier maintenant. Voilà, aussi gros que ces Coronets. Exactement, ça c'est bien. C'est un bon gars. Je relève, dépêchez-vous, putain, vous prenez trop de temps! David est au GIGN depuis 4 ans. Ses spécialités, négociation et sport de combat. C'est la 2e fois qu'il participe à la formation des recrues. On leur a dit de prendre 2 cailloux. Il y a ceux qui ont été intelligents, qui ont pris 2 petits cailloux. Puis il y a ceux qui n'ont pas réfléchi, qui sont déjà en manque d'oxygène et qui ont pris 2 énormes cailloux. Alors tous les copains vont prendre des gros cailloux. Comme ça donne une leçon à celui qui a pris les gros cailloux. Il va réfléchir la prochaine fois. Ceux qui ont pris les petits cailloux, ça leur fout bien les nerfs parce que leur copain il n'a pas eu la présence d'esprit de prendre la bonne décision au bon moment. On dit merci Carlier, tous en cœur. Merci Carlier. Dans 1 an ou 2 ans, ils seront dans des situations bien plus difficiles, bien plus périlleuses, avec des enjeux bien plus importants. Il faudra prendre la bonne décision. Et à ce moment-là, s'ils ne prennent pas la bonne décision, le risque, ce ne sera pas de faire des flexions avec des cailloux, ce sera peut-être de perdre une vie ou de blesser quelqu'un. Donc ça, ce sont des petites choses qui vont porter leurs fruits plus tard. La tête et les jambes, il faut les deux pour rentrer au GIGN. Quand elle lâche, c'est l'abandon et la fin d'un rêve. Et regarde-toi, t'avances pas. Heureusement que t'as pas ton arme. Heureusement qu'il n'y a pas une mission à aller se mettre en poste quelque part. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux que je te confie comme tâche? T'es pas foutu de courir 10 bornes avec ton sac. Allez, abandonne. Allez, regarde, t'as le 4x4 qui est derrière toi là. Tu montes et t'arrêtes de souffrir, c'est fini. Arrête de regarder tes godasses. Allez, dépêche-toi. Quand on pense ne plus avoir de ressources, on s'aperçoit que le corps est quand même capable de fournir des efforts si le cerveau lui demande de le faire. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'au-delà de sa limite physique et physiologique de fatigue, il fournisse un effort supplémentaire. On veut pas des gens qui, à la première poussette, penchent du côté de la pente. On veut pas des gens qui se laissent aller à la facilité. Pour tester leur résistance, rien n'est épargné aux recrues. En cette fin d'hiver, l'eau est à moins de 6 degrés. Écoute, un avion! Vous entendez l'avion, les gars? Je veux plus voir vos têtes! 1, 2, 3. Un nouveau candidat cède à son tour. Il dit être blessé. Les instructeurs croient qu'il simule. On a dit que c'est plus facile de partir sur une blessure. C'est toujours le même principe. Hein. C'est, surtout dans ces phases-là au début, hein, où jamais confronté trop à la difficulté, on se découvre. Et on a un peu honte de se l'avouer. Plutôt que de dire j'ai pas le profil, j'abandonne, on se dit j'ai une blessure, je crois. 120 candidats étaient engagés dans cette session de recrutement. 2 semaines plus tard, il n'en reste plus que 18. Combien d'arrêtés? 2? 5 d'arrêtés là?
Aujourd'hui, ouais. Bon, vous avez vu, vous êtes moins nombreux qu'au départ. C'est normal. Et il y aura d'autres départs. Sachez bien que là, ce que vous avez fait, c'est juste une mise en bouche, d'accord? Est-ce qu'il y en a qui veulent arrêter? Non, non. C'est sûr? Oui. Allez les gars. Aucun ne veut renoncer. Une seule motivation, appartenir à ce corps d'élite. Nous sommes à Satory quelques mois auparavant. Voici le général Favier. Après 9 ans passés à la tête du GIGN, c'est sa dernière revue des troupes. Aujourd'hui, il cède sa place. Et pour assister à cette cérémonie, aux côtés des gradés de l'état-major, un invité de marque, Alain Delon. La star du cinéma français est un fan de la première heure. Depuis des années, il recrute ses gardes du corps parmi les anciens de l'unité. Le nouveau patron du GIGN, désormais, c'est lui. Le général Thierry Orozco, 51 ans. Bien, félicitations. Merci, ça, c'est un grand jeu. Allez, votre merde à toi. Merci d'être venu. Plaisir. Merde. Monsieur. Merci d'être venu. Chez nous, on dit merde, en général. Merde. Monsieur Delon, ça représente quoi le GIGN pour vous? Oh non, je veux pas vous dire ce que je représente. Ce que je suis là, je devrais tout vous dire. Ça représente l'exception et l'exceptionnel. Le GIGN, la star des unités d'intervention. Son opération la plus célèbre est devenue un film au début de l'année dernière. Ce soir, c'est l'avant-première. Toute l'unité a fait le déplacement. Rappelez-vous, décembre 1994, un commando terroriste algérien détourne un Airbus d'Air France sur l'aéroport de Marseille. Vous alertez le GIGN? Ce qu'on sait, ils sont intervenus, on est tous sortis vivants. Ça, on est sûr. Au sommaire ce soir, un seul titre dans l'actualité à Marseille, GIGN contre GIA. Les super gendarmes du GIGN ont mis fin à la prise d'otage des islamistes algériens en donnant l'assaut à l'Airbus d'Air France. Pour libérer les passagers et les membres d'équipage, les militaires français ont pris tous les risques. Une opération couronnée de succès, pas de blessés parmi les passagers. Les 4 terroristes sont neutralisés. Jeff Brice est aujourd'hui chargé de la communication du groupe. À l'époque, il était sur le tarmac de Marignane. Je pilotais la passerelle avant droite, celle qui a amené, j'ai amené mes collègues à la guerre. Ce jour-là, Thierry est le premier homme à mettre le pied dans l'avion. Grosse émotion, surtout la partie assaut proprement dite dans le cockpit. Je suis rentré en premier, je me suis retrouvé face à 4 terroristes et les membres d'équipage. J'en ai neutralisé 3. Moi j'ai pris 7 balles, une grenade, et puis c'est un collègue qui m'a sorti au bout de 12 minutes. Thierry est grièvement blessé. Depuis, son bras droit est invalide. Mais après de longs mois d'hôpital et de rééducation, il finit par revenir au GIGN comme instructeur de tir. Tous les otages sont sortis sains et saufs. Les seuls blessés qu'il y a eu, c'est les gens de mon groupe, plus 2 à l'arrière qui ont été blessés, mais que les gens là, pas les otages. C'était le but en fait. Donc on a très bien fait notre boulot. Voilà. Pour cette opération, Thierry a été décoré de la Légion d'honneur et a reçu de nombreuses médailles. Mais pas de prime. Aujourd'hui, pour risquer sa vie, un gendarme qui démarre au GIGN est payé tous les mois 2000 € net. Pendant plus d'1 an et demi, nous avons partagé leur quotidien entre kidnapping, arrestation de trafiquants de drogue et protection de personnalités à l'autre bout du monde. Départ en mission avec le GIGN. Allez les gars, c'est bon ? 5 h du matin à Satory. Le GIGN vient d'être appelé par les gendarmes de Cannes. Les enquêteurs locaux demandent son aide pour démanteler l'un des plus gros réseaux de trafic de drogue de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, les affaires de stupéfiants représentent plus de la moitié des interventions du GIGN.
Là, on part sur la Côte d'Azur. On a reçu un coup de téléphone pour prêter un coup de main sur des gendarmes qui nous demandent d'intervenir sur une opération importante avec en face de nous des gens déterminés qui possèdent de l'armement lourd, des armes de guerre de type Kalachnikov. C'est de plus en plus fréquent maintenant sur des gens qui sont sur des grosses quantités de stupéfiants. Là, c'est la résine de cannabis avec des quantités très importantes. Ils ont besoin de protéger cette cargaison. Ce sont des gens qui sont déterminés, qui ne prendront aucun risque et qui feront usage de leurs armes s'il faut pour protéger leur cargaison. La descente dans le sud se fait en voiture. Plus de 30 super gendarmes sont mobilisés. Cannes, quelques jours à peine avant l'ouverture du festival. Ici, pendant 2 semaines, la population de la ville va doubler. La Croisette devient le rendez-vous incontournable de la jet-set. Stars de cinéma, photographes, équipes de télévision du monde entier et fêtards fortunés s'installent sur la côte. Argent, luxe, paillettes et soirées privées. Pendant toute la durée du festival, la consommation de drogue atteint des niveaux records. Une période que les dealers ne rateraient pour rien au monde. Depuis 2 ans, les enquêteurs sont sur les traces d'un réseau de trafiquants internationaux. Le GIGN vient les interpeller. La semaine qui s'annonce est décisive. On le sait, ce sont des gens qui sont hyper dangereux. On ne peut pas se permettre sur une opération comme ça de prendre le moindre risque et de trouver un gendarme au tapis. C'est pas possible. Et avec le GIGN, il n'y aura pas de problème. À tous, je rappelle que l'individu est armé. La première mission est de localiser les dealers. Ils sont 6, ils n'ont aucune adresse connue. La traque est délicate. On va s'avancer, ouais. La cible numéro 1 est le chef du réseau. Les gendarmes l'ont surnommé Pépito. Il est armé, il n'hésite pas à être violent, à utiliser la violence, l'intimidation, le règlement de compte. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment du niveau du GIGN. C'est une unité spéciale du GIGN qui est chargée de la traque. La Force Observation Recherche. Ces hommes sont des professionnels de la filature. Je me dirige vers le domicile de ta sœur. Je rappelle l'individu brun, 1m80, 90 kg. On utilise des moyens physiques, des moyens techniques qui ne sont pas à la disposition de nos enquêteurs. Notre force réside aussi dans le fait qu'on se consacre à la mission H24. Pendant 1 mois s'il le faut, on va se consacrer qu'à la mission. 3 jours ont déjà passé. Mais malgré les planques et les écoutes, toujours aucune trace de Pépito. Pas de téléphone, aucun véhicule à son nom. Difficile de repérer ce professionnel de la clandestinité. Allô ? Oui. Philippe est le directeur d'enquête. Il connaît le profil du suspect. L'homme est rusé et dangereux. Il a une pèlerinage qui est long comme le bras. Ça part du petit délit jusqu'au fait d'enlèvement, séquestration, violence volontaire en réunion, de braquage. Enfin, lui, il a un inventaire complet de ce qu'un délinquant de ce niveau peut avoir comme pédigré. Apparemment, il fréquente une salle de sport. Ça fait 2 jours qu'il est vu dans cette salle de sport en fin d'après-midi. Les gendarmes étudient toutes les pistes pour localiser le dealer. Il a 27 ans et la gâchette facile. Voilà. Quand en 3 jours, vous avez un gars qui va rentrer, comme je vous l'ai dit, plusieurs centaines de milliers d'euros dans sa poche, et qu'à côté de ça, tout le monde sait quels sont les salaires moyens des gens qui travaillent, honnêtement, vous pensez bien que une fois qu'ils y ont goûté, ils vont pas lâcher l'affaire comme ça. Et ceux qui voudraient prendre la place sont très très agressifs. À Cannes, cette guerre des gangs n'en finit pas de défrayer la chronique. Sur ces images, vous allez voir comment, en pleine rue, au beau milieu de l'après-midi, ces trafiquants règlent leur compte. L'homme au téléphone, c'est Pépito. Dans quelques instants, il va être la cible d'une tentative de meurtre.
Le commanditaire fait partie de sa propre bande, c'est l'un de ses lieutenants. Son but, prendre le contrôle du trafic. Sauvé par un poteau, Pépito a eu de la chance. Il s'en est sorti avec une fracture du genou. Plus des 3/4 des faits d'homicide et de règlement de compte sont et ont pour origine le trafic de stupes, le business de stupes. Alors pour tous, il y a la Polo bleue immatriculée en 83 qui a été localisée. Elle se trouve sur le boulevard de Rio à Cannes. La voiture repérée pourrait appartenir au suspect. C'est la première piste depuis 10 jours. C'est intéressant parce que le secteur, c'est celui du domicile de sa mère. On va voir. Avec un peu de chance, on peut peut-être tomber sur le bon filon. On s'accroche à tout là. Tout ce qui passe, on essaie de vérifier, on essaie de recouper, on essaie de déduire, on essaie d'analyser, en vue de le voir apparaître dans le paysage, quoi. Mais Pépito est méfiant et organisé. Il utiliserait pas moins de 4 voitures différentes. Une fois encore, la surveillance ne donne rien. Des fois, on a un peu l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est évident. Souvent, on a très peu d'éléments. Alors, il faut avoir un peu de chance, il faut être méthodique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment quadriller le terrain, il faut recouper toutes les informations, analyser, anticiper. 2 jours plus tard, une nouvelle piste surgit. Le trafiquant a été repéré grâce à des écoutes téléphoniques, à plusieurs centaines de kilomètres de la Côte d'Azur. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Il appelle une femme pour visiter un appart. À Paris. Dis-moi, j'y sais. Pas visiter un appart. Il discute avec une vieille dame, là, à 10h36, et il se donne rendez-vous avec elle en région parisienne. A priori, ils y sont allés en avion. Ça se trouve à côté du lac d'Anguien. C'est quelque chose qui n'est pas du tout ressorti dans ce qu'on avait. Hein. Peut-être qu'il fait juste un aller-retour. Mais au cas où ça ne soit pas le cas, qu'on le tienne dans la mesure du possible, qu'on le dégringole là où il se trouvera, quoi. Aéroport de Nice, le soir même. Pépito s'est enregistré sur un vol qui le ramène dans le sud. Atterrissage prévu à 22h. Les hommes du GIGN repèrent la voiture du trafiquant dans le parking de l'aéroport. C'est celle-ci là, vous voyez, à droite, la voiture bleue là. Nous on va essayer de trouver une place assez proche de la voiture pour la voir sans être vue. En fait, c'est ça le but de la manip, pour s'assurer qu'il monte dedans et voir avec qui, combien de personnes. Le vol va atterrir dans quelques minutes. Le hall d'accueil est quasiment vide, impossible pour les super gendarmes de se fondre dans la foule. Alors l'équipe abat son atout féminin, Sabine. Elle est l'une des 7 femmes membres du GIGN. Discrètement, Sabine repère Pépito. Précédée de sa compagne, c'est l'homme au t-shirt rose. Si tu veux, je vais parler, t'as juste à dire oui ou non. Il est accompagné de sa femme? Oui. Ils sont arrivés directement, ils n'ont pas récupéré le bagage? Non. Il est toujours à la borne de paiement? Oui. Ils ont combien de sacs? Un seul. Il arrive à sa voiture. Ok, pour tous, c'est elle, c'est la tépette qui conduit. Il allume marche arrière, ça recule. Donc il vient de quitter la place de parking. Donc on va suivre gentiment et Pascal, ça va être pour toi. Ouais, il y a Pascal qui va avec la moto qui est partie là. En fait, elle est sur l'autoroute, elle se dirige vers son domicile. Donc on les accompagne gentiment. Pas question de l'interpeller maintenant. Le coup de filet est prévu pour le lendemain, car tous les membres du réseau doivent être arrêtés simultanément. Le GIGN va rester en planque jusqu'au petit matin. Au même moment, à 900 km de là. C'est bon, t'en as pour longtemps pour charger ou c'est bon? Non, j'ai mes affaires qui sont prêtes. On vous attend à l'extérieur. À Satori, le top départ est donné. Les hommes de la force d'intervention, l'unité de choc du GIGN, n'ont que quelques heures pour rejoindre la Côte d'Azur. C8 pour effet radio. Ouais, SAM de C8, on peut faire mouvement ou tu veux qu'on s'en convoie? 5 heures plus tard, ils arrivent à la caserne de gendarmerie de Cannes. Ils ont roulé toute la nuit. Dès qu'on compte 3 secondes, ça pète, le bouclier, tu te mets devant la porte. Ce matin, 6 interpellations simultanées sont prévues.
Pas moins de 60 gendarmes d'élite sont mobilisés. Un déploiement de force considérable dû à la dangerosité des suspects. Ok. Je vous fais un petit résumé de l'affaire. Donc les infractions tentative d'homicide, trafic de stupes, résine cannabis et cocaïne, c'est un trafic de stupes international. C'est des gens qui sont chauds bouillants. Donc les objectifs qui nous sont dédiés, donc le chef de gang, 27 ans, il est suspecté d'avoir fumé, il se vante d'avoir fumé un mec. Ça c'est le nouvel homme de main de Pépito. Donc lui il habite sur Cannes, c'est fortement susceptible d'être armé. On l'entend souvent mais là c'est des gens qui ferraillent souvent. Donc il y a un Uzi, il y a un fusil à pompe à canoncier, il y a un 11-43 et un Smith & Wesson en 38. Sur l'échelle de dangerosité, GIGN, ils sont dangereux. En grand banditisme c'est du bon niveau, très bon niveau. Entre 1 et 10. C'est pas à moi d'en juger, mais on n'est pas 8-9 je pense. 5h30 du matin. Les gendarmes d'élite s'apprêtent à passer à l'action. Malgré l'habitude, la tension est palpable. L'intervention s'annonce risquée. À bord du véhicule banalisé, les hommes revoient chaque détail de l'opération. Décompte 3 secondes, ça pète, tu te mets devant la porte. Il y a un Uzi, un fusil à pompe et un Smith & Wesson en 38. C'est des gens qui sont chauds bouillants. Jean, tu prendras avec Bélier. On débarque, on forme la colonne, telle que je l'ai marquée là. Il est 6h, l'heure légale d'intervention. Le GIGN compte sur l'effet de surprise pour cueillir les trafiquants dans leur sommeil. La première équipe se met en place devant le domicile de Pépito. Gendarmerie! Gendarmerie! Pousse-toi! Tenu les gars. Ok, c'est quoi ton nom? Mets-toi sur le ventre! Est-ce qu'il y a des armes chez toi? Non, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a des armes chez toi? Il n'y a rien. Ouais, c'est ta main. Chambre d'eau claire. Mettez-moi dans le dos. J'ai vu bien, j'ai retenu. Attends, lâchez-moi, monsieur. Aïe! Monsieur, j'ai la tête, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Ta gueule! Au même moment, dans un autre quartier de la ville, la deuxième équipe s'apprête à intervenir chez le complice de Pépito. Attendez, restez là. Non, 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 non. Monsieur, sors-toi! Sors! Il sort! Est-ce qu'il y a quelqu'un à la cuisine? Il n'y a personne ici! Est-ce que ça? Toi, si. T'es en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Un avocat d'office ou un avocat... Attendez, je peux parler à ma mère, s'il vous plaît? Non, 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 vous pouvez plus parler à aucune personne sauf à moi ou à l'avocat. Je vous l'ai dit, c'est précis, clair et net, vous comprenez bien? Dans le cadre d'une commission rogatoire, je répète, pour trafic de stupéfiants. D'accord? Vous êtes en garde à vue pour 96 heures. Regardez-moi. Non mais ça va aller, mais je suis obligé de vous donner vos droits, monsieur. Oh, vous pouvez garder le silence sans répondre à mes questions. Ça va aller, je vais voir. Surpris en plein sommeil, le suspect n'emmène pas large. C'est le stress. C'est pour ça qu'après, il faudra discuter si tu acceptes de répondre. Sinon, tu t'expliques et puis c'est bon. De toute façon, sache que nous, lorsqu'on vient, c'est pas comme ça. C'est pas trompé. Hein. Tu le sais. Hein. Non, mais tu le sais. T'es pas un petit, t'es pas un enfant. Alors, je pose toujours la question au départ. Parce qu'on va fouiller. Est-ce que, ici, il y a des armes, même une arme, même factice, toutes les armes, où il y a de l'argent liquide, ou des produits stupéfiants, ou toute autre chose délictuelle? Produits stupéfiants, ouais, je garde du stupéfiant pour quelqu'un. Je préfère demander, parce qu'il y a un chien qui va venir, spécialisé, ouais, dans l'argent numéraire, dans les produits, dans tout. Et on va tout fouiller. 3,53. Pour les enquêteurs qui surveillent les trafiquants depuis 2 ans, faire appel au GIGN permet d'éviter les bavures. Je vous en prie, au revoir. Kader, c'est important qu'il y ait avec vous des gens du GIGN pour ce genre d'opération? Oui. Compte tenu de l'individu, c'est eux qui font l'essentiel du travail. Pour l'interpellation, je pense qu'on ne pouvait pas avoir une autre équipe que le GIGN. Donc, vu la dangerosité de l'individu. Et donc, ça nous a fait gagner du temps. L'intervention a été rapide et efficace. D'accord. Et donc, ça nous permet, nous, les OPJ, de travailler dans le calme et dans la sérénité, comme vous pouvez le constater. Impressionné par la présence de ces hommes cagoulés et armés jusqu'aux dents,
Le trafiquant n'oppose aucune résistance. On cherche tout ce qui est produit stupéfiant ou tout élément qui... D'ailleurs, vous voyez, pendant que nous on cherche, l'intéressé collabore, il nous indique qu'ils ne sont pas loin mais que c'est pas loin. Donc tous les produits, voilà. Donc nous avons du scotch pour emballer et, attention, les savonnettes. On a du produit, la résine et de la blanche, avec la balance et tout. Il y a 2 savonnettes, il y a... je vais te le dire, attends, 30 secondes, mais il y a combien? Une savonnette, c'est un bloc de résine de cannabis. Alors ça, on va peser. Je ne sais pas c'est quoi. Il ne sait pas ce que c'est. On a à peu près 1 kg... 1,5 kg, c'est ça? À peu près, oui. De résine. Et la poudre... La poudre, c'est la cocaïne. La poudre avec l'emballage, 26 grammes. Asseyez-vous. Vous êtes en garde à vue. Ouais, d'accord, je suis en garde à vue, d'accord. Voilà, maintenant, là, vous commencez à vous énerver parce que vous commencez à réfléchir à ce que... Ah, mais je m'en tape, monsieur, si vous savez. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je m'en tape, je ne réfléchis à rien du tout. D'accord, mais je peux finir. Vous êtes en garde de garder quelque chose pour quelqu'un, mais voilà. C'est pas grave. Bah, ma foi, si vous le dites. À quelques pâtés de maison de là, retour chez Pépito avec la première équipe. Malgré l'intervention musclée du GIGN, l'homme ne semble pas impressionné. Il a déjà un long parcours judiciaire derrière lui. Écoute-moi, tu sais bien qu'à un moment ou un autre, tu vas être obligé de me parler. Parle-moi devant le juge, devant qui tu veux. Je parle de personne. Mais tu vas y aller. Je m'en fous. Je m'en fous, complètement. Tu sais quoi? Tu pars pour 20 ans. On verra si je pars pour 20 ans. Je crois que c'est comme ça la vie, vous. Vous mettez 20 ans comme ça aux gens. Mais non, mais moi je mets pas 20 ans aux gens. Moi j'ai fait mon travail de telle sorte que tu les prennes les 20 ans. Vas-y. Faites ce que vous voulez, vous êtes ici, après ça va. Fred, tout ce qui est ordinateur, oui, l'écran plat, tout ce qui a de la valeur, qui peut pas justifier, t'embarques. 150. Officiellement, l'homme est au chômage. Les enquêteurs cherchent tous les signes d'enrichissement personnel. C'est Sony derrière le dernier modèle, quoi. Il travaille pas. Ma foi. Il y a 2 solutions. Ou il s'explique sur la façon dont il l'a acheté, et puis à ce moment-là, je pense que ça lui sera restitué. Ou il n'est pas capable de s'expliquer, et puis ça sera saisi. Ça coûte combien, ça? J'ai acheté 1500 €. 1500 €? T'as payé comment? C'est un crédit. J'ai pas de clé là, les chefs. Également suspecté d'avoir tenté d'assassiner plusieurs rivaux, Pépito nie tout en bloc. Pas de trafic de stupes, rien. Mais j'ai rien trafiqué et j'ai rien tué. Eh ben, pourquoi tu t'énerves? Parce que tu me dis, ouais, t'as tué des gens, je n'ai tué personne. Moi, j'ai rien fait, j'ai jamais tué de gens. Moi, j'ai jamais tué de gens, c'est tout. Tentative. Jamais tué. Mais tentative de quoi? Tentative de meurtre. À Cannes, il y a plein de rumeurs. Il y a plein de fausses rumeurs. Mais je travaille pas sur la rumeur. Mais bien sûr, vous travaillez sur la rumeur. Faut avoir des preuves. Vous dire je sais pas quoi ou quoi. Vous avez tiré, faut avoir des preuves. C'est que des rumeurs. Il n'y a jamais eu de mort à Cannes. C'est du cinéma à Cannes qu'il y a. Il n'y a jamais eu de mort. Il y en a qui ont failli mourir. Combien de temps? Ah, maintenant, il y a... En 2009. Au mois de mars 2009. Mars 2009? J'étais en prison. Mais après, il n'y a pas de souci. J'assume. J'assume mes rumeurs. Il va falloir que t'assumes, mais en plus, il va falloir que tu... Quand même que tu nous prouves le contraire, que c'est pas toi, quoi. Moi, j'ai rien à prouver, c'est pas moi, j'ai rien fait du tout. Un peu partout dans l'appartement, de l'argent liquide. 16 billets de 20. 7, 8, 9, 10 billets de 50. Ok? Tu rajouteras un billet de 500. Lui, ce billet de 500, il est sur le meuble du salon. C'est la clé d'où, ça? Quoi? Ça. Je pense que c'est la clé de casier. Non, non, c'est pas la clé d'un casier, ça. C'est la clé d'un coffre. Clé de quoi? D'un coffre. C'est pas la clé d'un coffre? C'est la clé de quoi? C'est la clé de rien. D'un casier, voilà. D'un casier où? Je sais pas, il est plus là, je l'ai perdu. Vous avez perdu le casier, ouais. Et vous avez la clé, vous? Ouais, j'ai perdu la clé. Ah, vous êtes fort, vous, hein? Mais bon, mais c'est pas grave, je demanderai à votre femme, elle me le dira. C'est bon, vous parlez pas avec. Oh! Hein? Arrêtez. Il faut un travail psychologique dès le début. Eh ben, c'est bien, c'est bien. Dis-moi où est le coffre? J'en ai pas. Mais j'en ai pas, vous avez qu'à fouiller. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. Mais t'en avais, hein? J'en ai pas. Vous avez qu'à fouiller. Je crois que je vais mettre des millions dans un coffre, quoi. Je crois que je suis un bête. J'ai fait 6 ans de prison, je crois que je vais mettre des sous sur moi ou... Tu les mets où, alors? Je mets où de quoi? Les sous. Mais quels sous que j'ai? Je crois que je suis milliardaire. Dans ta situation, t'as plutôt intérêt à être coopératif. Parce que lui, il part pour quelques années. Si tu veux pas le suivre, c'est ton problème. Mais pourquoi? Pour quelle raison? C'est ça que... Eh, t'as entendu ce qu'on a? Oui, j'ai entendu. Tentative de mort. Quel meurtre de qui? On va vous expliquer après. La petite amie du trafiquant présumé ne collabore pas.
Alors les enquêteurs lui rappellent la tentative d'assassinat dont Pépito a fait l'objet quelques mois auparavant. Une pression psychologique qu'ils espèrent bien voir payer. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé le 26 mars. Vous me sortez une date comme ça, tu sais pas ce qui s'est passé? Je m'en rappelle pas. Tu te rappelles pas qu'il est arrivé à la maison à cloche-pied? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas. Tu sais pas ce qui est arrivé? T'es sorti dans la rue et tout? C'est un accident. Il t'a dit un accident? Ils sont décollés. Et il y a un mec qui l'a tanké? Et c'est qui ce mec qui l'a tanké? Je sais pas. Tu me prends pour un fou? Mais il m'a pas dit. Il te l'a pas dit? Quand je lui ai dit, il m'a rien dit. Il m'a dit c'est quelqu'un qui m'a tanké. Ah oui? Et puis il a tanké comme ça. Puis le mec il a eu un accident puis il s'est barré. Tu vas aller en prison? Tu veux l'accompagner? Si tu es coopérative, le juge il a aucune raison de te rentrer. Si tu joues la maligne, si tu joues la femme de bandit, t'es mal, Chadi. Je te promets, t'es mal. T'es mal. Maintenant, c'est toi qui as les cartons. Si tu veux y aller au ballon avec lui. Mais il avait pourquoi? Complicité. C'est sa femme. Tu sais pas ce que fait ton mari? Moi, je sais ce que font mes collègues quasiment tous les jours. Parce que je suis avec eux. Donc, Quoi? T'as pas envie de te prendre des coups. Tu vas avec un mec qui est capable de te taper dessus? 24 ans. 24 ans. T'as envie de faire quoi? De ma vie? Ouais, de ta vie. J'ai envie de faire ma vie. D'avoir des enfants, d'avoir ma petite routine normale comme tout le monde. Faire défoncer la porte à l'explosif, c'est une sacrée routine. Tu vas vivre comme ça combien de temps? Enfin là, tu vas être tranquille pour un moment. Parce que avant qu'on vienne redéfoncer la porte, il va se passer quelques années. 2 des 6 membres du gang sont tombés ce matin. Mais 4 autres ont échappé au coup de filet. À la gendarmerie, GIGN et enquêteurs reprennent la traque. Bon, ce qui nous tracasse le plus, c'est la problématique que ces 2 personnages sont des personnages centraux dans l'organisation qu'on avait prévue pour les interpellations et les gardes à vue. Et leur absence manque et nous enquiquine un petit peu pour la suite de notre dossier. C'est impératif qu'on attrape ces gens-là. Parmi les personnages, l'auteur présumé de la tentative d'assassinat sur Pépito. Il veut prendre le contrôle du trafic. Ils sont 2 dans la voiture, ok. L'individu vient d'être repéré à bord d'une voiture avec un homme de main lui aussi recherché. Sans doute prévenu du coup de filet, ils font route vers l'Espagne. Là, actuellement, nous on vient de quitter Cannes et le véhicule est à peu près au niveau de Fréjus. Les hommes du GIGN n'ont que quelques minutes pour mettre au point un dispositif d'intervention. Ils sont 2 dans la voiture, ok. L'individu vient d'être repéré à bord d'une voiture avec un homme de main lui aussi recherché. Sans doute prévenu du coup de filet, ils font route vers l'Espagne. Là, actuellement, nous on vient de quitter Cannes et le véhicule est à peu près au niveau de Fréjus. Les hommes du GIGN n'ont que quelques minutes pour mettre au point un dispositif d'intervention. Avec eux, tout ce dont ils ont besoin pour passer à l'action. Vous saisissez la moindre opportunité en sécurité et vous procédez à l'interpellation de la Mini. J'ai un fusil à pompe, un MP5, donc en 9 mm, la trousse de secours et le taser. Les suspects en cavale ignorent qu'ils ont été repérés. Ils viennent de s'arrêter sur une aire d'autoroute. Et ils sont en train de manger tranquillement. L'un des membres du GIGN confirme la présence des 2 trafiquants présumés dans le restaurant. Ils sont installés juste derrière cette étagère, à droite de l'image. À l'extérieur, une équipe a repéré le véhicule des 2 hommes. C'est la voiture blanche avec les bandes noires. L'interpellation aura lieu à l'intérieur du restaurant d'autoroute. Là encore, l'effet de surprise est primordial pour ne pas mettre la vie des clients en danger. Tu t'appelles comment? Allô? T'es conscient ou pas? Tu t'appelles comment? Je suis en garde à vue pour des faits de tentative de meurtre, tentative d'homicide et trafic de stupéfiants. D'accord? De n'importe quoi, monsieur. Est-ce que tu veux un avocat? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment là? Oh. Tu t'appelles comment? Réveille là. C'est la gendarmerie là. Tu te rappelles de ce qui vient de se passer? Tu viens d'être interpellé, d'accord? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me parler là? C'est quoi votre prénom? Et vous en faites quoi? C'est la gendarmerie là. Vous en avez conscience, c'est bon? Est-ce que vous voulez boire un peu d'eau?
Enlevez ça, là, enlevez ça, là. On verra. Tu détends, c'est ça. L'opération n'aura duré que quelques secondes. Un souvenir de vacances insolite pour ces touristes japonais en visite sur la Côte d'Azur. Il est 20h. L'opération a démarré à 6h ce matin. 4 des 6 membres du gang ont été interpellés. Ça fait combien de temps que les hommes du GIGN sont sur cette affaire-là? Ça fait presque 15 jours là. 15 jours qu'ils dorment plus pour essayer de trouver, ce mec. C'est le travail qui paye. Sur le parking, la voiture fait l'objet d'une fouille minutieuse. Eh ben, je cherche tout ce qui est en lien au dossier, c'est-à-dire des armes, du stup, cannabis ou cocaïne, voire autre chose, et de l'argent. C'est à qui ces affaires-là? C'est à moi, ça. C'est à toi? Tu partais où? Ouais, j'allais même pas, hein. J'allais faire une petite balade. Petite balade? Ouais, petite balade touristique, tranquillement. Une petite balade touristique avec trois bagages et... J'allais aller en vacances. D'accord. Tu vas où en vacances? Ouais, vous n'avez pas spécialement besoin de le savoir, hein. Si, ça m'intéresse. Tout ce qui te concerne m'intéresse. Dans la valise, les gendarmes font une découverte intéressante. Ça ressemble à des comptes. Des comptes d'un trafic. De ce que j'ai pu voir brièvement, c'est ça. La veste, elle est à qui? À moi. Et un peu plus tard, bingo. C'est bon, ça. Une importante somme d'argent liquide vient d'être trouvée. Des millions, il y a 4 000 euros. Il y a combien? 4 000? 4 000 euros. Je travaille, j'ai un commerce. Un commerce? Je t'ai rarement vu travailler, hein. Ouais, je pense réellement qu'ils avaient eu écho qu'il y avait une vague d'interpellation. Et là, vu la quantité de vêtements et de bagages qu'il y avait dans le véhicule, à mon avis, ils voulaient prendre la fuite. Reste encore 2 suspects à appréhender pour que l'opération soit un succès complet. Quelques heures plus tard, la surveillance mise en place sur l'autoroute va une nouvelle fois payer. Les 2 derniers trafiquants présumés viennent d'être repérés. Le GIGN les attend à un péage. Véhicule en approche. 50 mètres. Ouais, la 407, on est déjà en place, Seb. On est au niveau de la 8 et de la 9. Ok, stop, action! Tu mets tes mains sur le pare-brise, allez gros, bouge-toi! Si tu bouges, t'as ramassé, t'as compris? T'as compris, gros, si tu bouges, tu ramasses. Bouge pas, bouge-toi. Ok, c'est bon. Alors vous êtes placé en garde à vue, il est 2h du matin, pour trafic de stupéfiants, tentative de meurtre. On vous asseoir. Vas-y, compte-toi. Attendez, mais... Ah si, c'est tout. Ah si, c'est comme ça. Vous pouvez me lâcher un peu la gorge, monsieur? 2 ans d'enquête, 2 semaines sur le terrain pour le GIGN. Les 6 dealers présumés sont sous les verrous. Le lendemain matin, les 2 derniers suspects interpellés sont conduits dans l'enceinte de la gendarmerie. On va faire une perquisition dans la voiture que vous utilisiez hier soir, d'accord? C'est vous qui conduisiez? Oui. La voiture est à votre femme? D'accord. Première manœuvre, on va faire passer un chien, recherche du stupéfiant, et ensuite on fouillera la voiture. Donc vous vous approchez, vous regardez un petit peu, et il faut que vous soyez présent avec nous. Hein? Allez. Ouais, et on ouvrira le coffre. Aucune trace de drogue dans la voiture. Le trafiquant présumé jubile. Ça vous fait sourire? Non, mais ça me fait sourire. Vous pensez à attraper quelque chose et il n'y a pas. Lui, pour l'instant, il est peut-être le sourire, parce que dans quelques jours, il aura moins. Pronostic justifié quelques jours plus tard. Grâce à un renseignement, les enquêteurs ont mis la main sur le butin des trafiquants. Il était caché dans le box fermé d'un parking. Ce sont des armes et des plaques d'immatriculation. Il y a un 9 mm, il y a un 6,35 et une carabine Winchester. Et ce n'est pas fini. C'est un peu lourd, hein, ça pèse. Les gendarmes ont aussi trouvé plusieurs sacs de sport bien remplis. Il est plein celui-là? 5. Il est plein et il est lourd. Hein. C'est-à-dire? Je sais pas. Je dirais, vu le nez, je dirais, il y a bien pas loin de 40 kilos. Je sais pas, on va voir.
Sachant qu'un paquet fait environ 1 kg. On va compter. De la résine de cannabis en quantité importante. Elle est bien compressée celle-là. Ouais, mais elle est fraîche quand même. Ouais, elle est encore assez, elle est encore assez molle. Ouais. Il y a combien sur la table? C'est d'ordre de 4 000 € le kilo, donc voilà, il y a 30 kilos, 120 000 €. Bon, le deuxième sac, je pense qu'à peu près, on devrait avoir la même chose, quoi. Bon, je pense qu'il y a à peu près la même quantité, c'est le même sac, il est plein à peu près au même niveau, donc je pense qu'on a encore au moins 30 kilos ici. Près de 80 kilos au total. Une jolie prise qui témoigne de l'ampleur du trafic. Chaque mois, le réseau a importé entre 500 et 800 kilos de drogue. C'est sous l'autorité du juge Murciano qu'était menée l'enquête. Bonjour. Et il est plutôt content du résultat. Il y a quelques séries de plaques d'immatriculation, il y a quelques armes, ça c'est un écran plasma. Toutes les sommes d'argent récupérées par le commandant, ensuite les demain de les reverser. Alors vous avez un total 174 180 000 €. C'est bien ça. Vous allez rentrer dans vos... Ça paye les frais. Ça rembourse les écoutes téléphoniques, les surveillances. Plus de 170 000 € en liquide saisis par les gendarmes. Depuis 5 ans, un voyage par mois, selon certaines déclarations. Voire deux des fois. Pouvant aller jusqu'à 800 kilos de marchandises. C'est ça. Ça fait un bénéfice de l'ordre de 200 à 300 000 € par mois depuis 5 ans. Le réseau qui alimentait toute la Côte d'Azur démantelé, 6 interpellations de suspects très dangereux réalisées sans tirer un coup de feu. La contribution du GIGN a été décisive. Sans le GIGN, on aurait au moins pris le risque, un risque très important d'avoir perdu un gendarme. Alors que là, finalement, qui est blessé? Personne, zéro. Ni eux, ni de leur côté, ni du nôtre. En tout cas, on aurait pris le risque, un risque énorme d'enterrer l'un des l'autre. Et ça, c'est quand même, c'est inestimable quand même comme aide qu'apporte le GIGN. Retour au camp d'entraînement du GIGN. 2 mois ont passé depuis le début des épreuves. Le processus de sélection des nouvelles recrues se poursuit. Il n'en reste désormais plus que 15. Au programme de la journée, exercice physique et parcours d'obstacles. Allez, derrière moi, allez! Les corps vont être mis à rude épreuve. 1, 2, menton, 3. Ces hommes ne font pas cela pour l'argent. Pour souffrir à l'entraînement et risquer leur vie en mission, ils bénéficient de la même solde que les parachutistes. Les recrues doivent passer une série d'obstacles. Le parcours est chronométré. Un calvaire pour Vincent. C'est un exercice, vu son gabarit, qui est assez difficile pour lui. Beaucoup de cordes, des tyroliennes. Il ferait presque 100 kilos quand même. Arrache-toi. 1. Allez, arrache-toi. 2. 3, 4, 5. Allez, derrière moi. Allez, on sort du puits là. Sans les jambes. Les instructeurs le savent déjà, il ne va pas aller au bout. Allez, sors de là. Fais pas n'importe quoi. Allez, c'est bon, on va doucement. Ça va? Ouais. C'est très très dur. Hein. C'est le temps pour les gros. Vous êtes quand même content? Non, j'ai fait un échec, c'est pas bon. Pourquoi? J'ai fait un échec, c'est pas bon. Un échec pour Vincent. Après 2 mois d'entraînement intensif, il n'intégrera pas le GIGN. À quelques mètres de là, ce sont des combattants confirmés qui s'entraînent. Eux font partie d'une unité du GIGN baptisée Force Sécurité Protection. Ce sont des spécialistes de la sécurité rapprochée. Aujourd'hui, exercice à balles réelles pour évacuer une personnalité en danger. Ces hommes interviennent à l'étranger, en premier lieu dans les pays en guerre. Et justement, 2 membres de cette unité viennent de partir pour une mission qui les emmène bien loin de leur base. D'habitude, cet avion de ligne est bondé. Mais aujourd'hui, la destination n'est plus vraiment à la mode. À bord,
le personnel navigant et seulement 2 super gendarmes. La nuit dernière, la résistance de France a été attaquée au mortier et à la roquette. Et apparemment, la situation à Abidjan n'est pas rétablie et n'est pas très calme. Direction, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, une ville en pleine guerre civile. Nous sommes en avril 2011. Depuis 3 semaines, la ville est transformée en champ de bataille. Oui, Golfe de 6 de Golfe Autorité parlait. Dans la voiture blindée d'un lieutenant-colonel de gendarmerie, nous découvrons l'ampleur du chaos. Donc, vous voyez l'état des rues, je ne vous mentais pas. Tous les magasins qui bordent cet axe majeur, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, ont été totalement dévastés. La situation a vraiment dégénéré depuis 10 jours. Hein. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de destruction. Dans un camp comme dans l'autre, on pratique ici une abomination qui consiste à enrouler un certain nombre de pneus autour d'un individu, à déverser quelques litres d'essence dessus et puis à y mettre le feu. L'ambassade de France est ici, vous voyez le drapeau français là-bas sur le toit. Vous voyez les postes de combat qui sont aménagés sur le toit du bâtiment avec un militaire. La France est une cible là ? Oui, complètement, bien sûr. La France est une cible parce que bon, elle a quand même très clairement pris fait et cause pour le président élu, le président Ouattara. Ce qui, vu du camp Gbagbo, constitue forcément une atteinte à sa souveraineté. Donc on est devenu très clairement une cible. Un président battu aux élections qui ne veut pas quitter le pouvoir. Un président élu qui veut s'en emparer par la force. Après des semaines de combat, le président sortant, Laurent Gbagbo, ne veut toujours pas reconnaître sa défaite. Je ne peux pas voter pour celui qui a fait la rébellion. Il faut que nous montrons qu'Abidjan nous appartient. Et nous avons une seule chose à faire, c'est de gagner. Son adversaire, le président élu Alassane Ouattara, n'a pas d'autre choix que de le chasser par la force. Sur le terrain, ses partisans sont en passe de remporter la bataille. Les Ivoiriens m'ont choisi à plus de 54%. Je suis le président de la République, il faut qu'il arrête, ça devient ridicule. La France a choisi son camp, elle soutient Alassane Ouattara. En représailles, elle est devenue la cible des partisans du président déchu. Et pour ne rien arranger, la résidence de l'ambassadeur de France, en haut de l'image, se trouve juste à côté du bunker où sont retranchés Laurent Gbagbo et ses partisans. Cette nuit-là, les affrontements redoublent d'intensité. Les deux camps s'affrontent jusque sous les fenêtres de l'ambassadeur de France. Il a tapé sur la route là. Tire à l'extérieur, a mis le feu aux arbres. A mis le feu aux arbres. La résidence de France se situe entre deux parties qui s'affrontent. Le risque pour nous, c'est de se prendre un obus et c'est d'avoir des gens qui pénètrent dans l'enceinte, sachant qu'on a du mal à déterminer qui est qui. Et s'ils essaient de rentrer là ? Eh bien, on fera les sommations, les tirs de sommation, et puis on ira jusqu'à l'ultime, le tir à neutraliser. Je pense que c'est un missile. Absolument rien contre l'emprise. Ce soir, aucun blessé n'est à déplorer. Le lendemain, à la résidence de l'ambassadeur de France, les bâtiments portent les stigmates des violents affrontements qui ont eu lieu la nuit dernière. Une des balles est rentrée par ici. Elle a continué tout son chemin. Elle est sortie ici. Elle a continué le chemin. Elle est passée à travers le siège. Elle est ressortie là. Elle est venue frapper le mur. Voilà ce que c'est les balles de Kalachnikov. Mais les combats ne sont pas terminés. Côté ivoirien, l'assaut final a commencé contre le bunker de l'ancien président.
Au rez-de-chaussée, personne. C'est au sous-sol que Laurent Gbagbo est capturé. Fin de partie pour le président déchu. Retour à la résidence de France. Depuis le début des combats, ce sont les gendarmes d'élite qui assurent la sécurité des diplomates et du personnel d'ambassade. Le dispositif de la force sécurité protection du GIGN est dirigé par cet homme, le capitaine Servat, surnom Jaco. On est 9 du GIGN. On a 2 missions bien particulières. C'est la protection de l'ambassadeur dans ses itinéraires, aussi bien sur tous ses déplacements, qu'à sa résidence. Afghanistan, Yémen, Irak. Le capitaine Servat a connu tous les théâtres de guerre. Son expérience est précieuse au cœur de ce nouveau conflit. Pendant toutes les attaques, l'ambassadeur était mis dans une zone sécurisée. Et pour nous, la meilleure des protections, c'était ici, parce qu'il y a une rangée de murs qui permettent de protéger aussi bien du haut que latéral d'un tir direct, quoi. Moi, j'ai protégé tout le monde, aussi bien les Ivoiriens, les employés locaux qui travaillent pour la résidence. On les a tous réunis ici et ils étaient avec les diplomates qui étaient ici. Et l'ambassadeur, il était là aussi. L'ambassadeur était là et il s'est retrouvé ici. Voilà, par rapport à l'attaque, bon, personne n'a été blessé. Pour moi, c'est une réussite. À Abidjan, les combats viennent tout juste de se terminer. L'ambassadeur Jean-Marc Simon doit se rendre en ville pour mesurer l'étendue des dégâts. La balade reste à haut risque. Alors le GIGN prend toutes les précautions. Voiture blindée pour l'équipe au sol. Tandis qu'à quelques kilomètres de là, une seconde équipe s'apprête à prendre l'air pour assurer la sécurité du convoi diplomatique. On décolle dans combien de temps? À moins 10, on fait les checks, on met en route et à 10h on part. On part avec le GIGN et on vole à peu près à 500 mètres de hauteur pour reconnaître tous les axes et reconnaître toutes les rues qui peuvent emprunter pour aller jusqu'à l'ambassade. Moi je monte avec eux et en liaison radio avec le cortège au sol. Lors du déplacement, on les renseigne en temps réel, quoi. Dans un pays en crise, la force aérienne est un atout indispensable. Depuis le ciel, les hélicoptères peuvent anticiper barrages, routes coupées ou embuscades. À bord de l'appareil, les hommes sont prêts à faire feu à la première menace. C'est un pays en état de crise, une ambiance diplomatique est menacée directement. On envoie systématiquement le GIGN. Le but c'est de préserver en fin de compte l'instance diplomatique dans le pays, quoi. Qu'elle puisse continuer à travailler dans le pays en toute sécurité. Au sol, armes à portée de main, l'équipe est sur le qui-vive. Le danger peut venir de n'importe où. Ouais, je passe devant. La zone où on va aller, là, c'est un peu plus actif. Pour ça, je passe devant. Ça, s'il y a des choses à traiter, soit négocier un barrage, discuter ou peut-être faire demi-tour, je prends les devants pour traiter. En ville, il reste des partisans du président déchu. Impossible de distinguer les combattants des deux camps. Doucement, ralentis. Et ça serait quoi le pire des scénarios, là? Le pire des scénarios, c'est qu'ils nous empêchent de passer. Donc là, il faut être réactif. Il y a des risques de mitraillage, engins explosifs, ce genre de Toujours. Mitraillage, oui, ça, ils sont très friands. Et mes collègues, ils ont été accrochés ici, devant la résidence de l'Union européenne. Le convoi au sol est en contact permanent avec les hélicoptères. Ouais, Pat de Jaco, on prend l'itinéraire qu'on a pris en venant cet après-midi. Bien compris, d'accord. Pas les yeux. Dans la voiture, l'ambassadeur est sous étroite protection. Oui, allô? Voilà, très bien, parfait. Tout à l'heure. Là, on est dans la zone chez l'ancien président Gbagbo. On n'est pas trop les bienvenus. Alors, il faut être extrêmement vigilant. Ouais, de Pat, là, on essaie de pas trop traîner, il y a plein de pillages. Fais gaffe aux éclats par terre. T'as plein d'éclats de verre. Là, tu nous suis pour la trace, on essaie d'éviter les éclats et les merdes par terre. Dans ce quartier chic et résidentiel d'Abidjan, où sont regroupées les ambassades, les combats ont été intenses.
Une zone désormais livrée aux pilleurs. C'est la désolation dans ce quartier avec tous les pillages, les restes de tirs, les postes de combat détruits, les véhicules calcinés. Bon, mais tout ça va vite rentrer dans l'ordre, je pense, dès qu'il y aura un petit peu de nettoyage. Le convoi progresse à vitesse réduite entre les carcasses calcinées de voitures. Mais soudain, les hommes du GIGN font face à un arrêt imprévu. À tous, monsieur l'ambassadeur veut s'arrêter à l'ambassade du Japon. Attends, Jaco, attends. Répète au fixe. Je répète, arrêt à l'ambassade du Japon. Oh putain, arrête. L'ambassade du Japon a été mise à sac il y a quelques jours. La zone n'est pas sécurisée, munitions non explosées, pillards, les super gendarmes sont sur leur garde. Par où ils sont passés? Ah, par là, probablement. Les miliciens à la solde de l'ancien président avaient pour objectif d'installer un poste de combat sur le toit de la maison. Débordés, les autorités japonaises ont dû l'abandonner. Le site a été entièrement saccagé. Voilà, comme ça, il sera protégé. Vous voulez voir un petit peu l'étendue des... Je voulais voir l'étendue des dégâts, ouais. L'ambassadeur était dedans quand les types sont entrés. Et 24 heures plus tôt, voici ce que l'ambassadeur japonais a vécu. Ma résidence a été un peu attaquée par les mercenaires. Et depuis le matin, j'étais enfermé, j'étais bloqué dans la chambre. Secouru in extremis, il n'a dû la vie sauf qu'à l'existence d'une chambre blindée et à l'intervention des forces de maintien de la paix menées par les Français. Est-ce que ça aurait pu vous arriver? Ah, évidemment, ça aurait pu nous arriver. Des tentatives, il y en a eu plusieurs. Oui. Je pense que si le GIGN n'avait pas été là, il nous serait probablement arrivé la même chose, peut-être pire même, qu'à l'ambassade du Japon. Retour à la résidence de France. Paul de Pâte, c'est bien pour toi là-bas? Ouais, c'est clair, je peux mourir. Merci aux gens. Situé au bord de la lagune, le site a été transformé en un véritable camp retranché. Plus de 60 soldats assurent la protection de ces 8 hectares. Une forteresse où ressortissants français et étrangers sont venus trouver refuge au plus fort des combats. C'est un fil de missile téléguidé. Quand on envoie le missile, il est relié à... Il y a une bobine de fil comme ça qui suit le missile et qui permet de le guider très précisément. C'est passé au-dessus de notre tête. On l'a vu, monsieur, oui, d'accord. Le soir. C'était un des premiers missiles qui a été tiré. Oui. Ils ont construit des postes Après, on a rajouté de combat intermédiaires pour le repli au cas où on ne contrôlait plus la situation. C'est pas mal comme dispositif. Oui. Ce soir, l'ambassadeur Jean-Marc Simon se prépare pour un rendez-vous important. Tu peux tenir 2 secondes. Encore une fois, la sortie demeure risquée. Alors, les hommes du GIGN lui font revêtir un gilet pare-balles. Vous devez le porter quand vous sortez? Quand on va dans les endroits exposés. Vous pensez aller dans un lieu exposé là ce soir? Là, on va chez le président Ouattara. Par bateau. Donc, la dernière fois, on a essuyé quelques tirs en passant, donc normalement il n'y en a plus, mais enfin on ne sait jamais. Il peut rester des gens embusqués. Salut chef, ça va? Je peux aller sur la route là-bas? Oui. Ok, ça va? Ça va. Bonjour, ça va? On va juste à l'entrée là, ok? Bonjour. Ça va chef? Au même moment, de l'autre côté de la ville, Jaco a rejoint l'hôtel du Golfe, le lieu du rendez-vous avec le nouveau président. Objectif pour le capitaine du GIGN, s'assurer que l'endroit est sûr pour le déplacement de l'ambassadeur. Le site est tenu par les partisans du président Ouattara. Bonjour, ça va? Salut. Comment vous allez? Ah, t'inquiète pas, va. Non, filme pas. Ils aiment pas ça. Là, ils sont en manœuvre, là, alors pas trop les énerver. Hein. Là, ils donnent les ordres et ils s'énervent.
Vous allez où maintenant? On va à Bobo. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, on va surveiller un peu là-bas. Comme les munitions sont un peu en ville là, on va protéger les gens un peu. On va faire le ratissage. Il y a encore des réticences? Voilà, les mercenaires sont là quoi. Voilà, donc on va régler ça tout c'est fini. Vous allez régler ça? Voilà, on va régler ça. Sinon le pays est propre actuellement. Ok, merci. En ville, les règlements de compte ne sont pas terminés. Bonne soirée. Et moi, quand je suis arrivé avec l'ambassadeur les premières fois, tous ces gens-là, ils me repoussaient parce qu'ils ne savaient pas quelle est la position de la France. Lorsque la position de la France a été affichée, c'est-à-dire soutenir le président Ouattara, je suis rentré un peu dans leur cercle. Avoir un contact direct avec les combattants du nouveau président permet à Jaco de protéger plus facilement son ambassadeur. Mon ami. On est ensemble. Ok, ça marche. Ok. Au revoir, mon ami. Bon courage. Ok, merci. À la prochaine. Ok, allez. Merci. Au revoir. À l'ambassade, pour Jean-Marc Simon, c'est l'heure du départ pour le rendez-vous avec Alassane Ouattara. Un premier contact officiel depuis la chute de Laurent Gbagbo. Ah oui, c'est la première fois, oui. Je devais le voir hier soir et puis il avait son émission, son intervention télévisée à préparer. Donc ça a été reporté aujourd'hui. Pour les hommes du GIGN, un trajet par la route en pleine nuit serait bien trop dangereux. Des snipers peuvent être postés le long du parcours. Alors l'ambassadeur emprunte un autre chemin. Direction la lagune. C'est par bateau que s'effectue le trajet, dans l'obscurité la plus totale. Pour les hommes du GIGN, un trajet par la route en pleine nuit serait bien trop dangereux. Des snipers peuvent être postés le long du parcours. Alors l'ambassadeur emprunte un autre chemin. Direction la lagune. C'est par bateau que s'effectue le trajet, dans l'obscurité la plus totale. Vous avez déjà connu des situations aussi risquées dans votre carrière? Ça m'a rappelé un petit peu Beyrouth quand même. Un peu le sentiment qu'on avait après des journées de combat. Les rues dévastées, les carcasses de voitures brûlées, les cadavres sur les tas d'ordures. Et vous en danger? Et puis, oui, mais j'ai jamais vraiment le sentiment du danger parce que je suis bien protégé, comme vous voyez, donc on fait confiance aux gens qui vous accompagnent et voilà, on n'y pense pas du tout. Allô? Oui, nous accostons là. D'accord, entendu. Donc on va dans le hall. Arrivé au point de rendez-vous, l'hôtel du Golfe, Jean-Marc Simon reprend son costume d'ambassadeur. Mais pas question pour les gendarmes du GIGN de baisser la garde. Il y a encore peu de temps, le secteur était sous le feu des partisans de Laurent Gbagbo. Dans le hall de l'hôtel, le diplomate est applaudi chaleureusement. L'action de la France est saluée. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Il y a longtemps que j'ai pas fait de balade, hein? Bientôt. Le chef de cabinet du président ivoirien accompagne l'ambassadeur de France à son rendez-vous. Non, le problème, ça va être un problème d'ordre public. Il faut trouver un système pour le ramassage des armes. Ça va se transformer en banditisme. Non, ça va se transformer en délinquance. En délinquance, oui, c'est ça. La première rencontre du diplomate français et du président Ouattara ne pourra pas être filmée. Depuis la fin de notre tournage, la situation en Côte d'Ivoire s'est stabilisée. Les hommes du GIGN ont été redéployés. À l'étranger, seule l'ambassade de France à Bagdad est encore sous la protection des super gendarmes. Pendant ce temps, à Satori, la sélection des recrues se poursuit. Épreuve particulièrement redoutée, la boxe. Parmi les formateurs du GIGN, beaucoup sont des boxeurs confirmés. Vous montrez ce que vous avez à montrer. Vous êtes là pour faire vos preuves aujourd'hui. Vous pouvez attaquer, ils sont habitués à prendre. Vous devez vous habituer à prendre aussi. Deux stagiaires ensemble, jamais. Il ne reste plus qu'une dizaine de candidats. Depuis le début des épreuves, beaucoup ont abandonné. Les instructeurs veulent encore éprouver la détermination de ceux qui restent.
Alors, ils ne retiennent pas leur coup. Les recrues doivent montrer qu'elles savent encaisser. Allez, tu rentres dedans. Allez, voilà, allez. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là? Ça tourne? Ça va mieux? Ça résonnait tout à l'heure. Ça résonne, ouais. Regarde-moi s'il te plaît, ça va? Tu me vois ou pas? Dis-moi tout simplement si tu me vois. Ça va, je vois. Tu me vois? Il y a combien de doigts là? 2. Ok. T'as mal quelque part? Ça va? Partout. Partout, ouais. Malgré le chaos, Frédéric se relève. C'est l'objectif des formateurs. Les candidats doivent dépasser la douleur et montrer leur courage. Tu passes une écho. Tu vas où là? Tu vas où? Je sais même pas où tu vas là. C'est quoi pour l'instant? T'as perdu connaissance ou pas là? La limite à moitié au début et puis ça va passer. Profite bien pour souffler là. Hein, tu vas prendre un round de repos tranquille. Les instructeurs ne font aucun cadeau. Au GIGN, on appelle cela la boxe punitive. L'exercice peut paraître cruel. Il a d'abord pour but de tester les recrues. Tu manques d'agressivité, c'est de la merde. Hein. Tu subis complètement là. Quand tu donnes un coup, donne-en qu'un, mais mets au moins de la puissance. Ok? Alors repose-toi, va boire un coup et montre un peu ce que tu as dans les tripes. C'est dur. Mais c'est qui rentre? L'objectif, c'est de leur faire comprendre que jamais rien n'est acquis. Et que même quand on pense avoir un pied quelque part, il faut toujours se remettre en question. Et qu'il y a toujours plus fort que soi. Donc là, au moins, ils comprennent que même s'ils donnent le maximum, ils peuvent encore donner davantage. L'épreuve est éliminatoire. Seuls les plus déterminés seront appelés à intégrer le groupe. Aujourd'hui, ce qu'on mesure, c'est leur vaillance. J'ai trouvé qu'il y avait quand même 2-3 éléments qui, pour le peu de formation qu'ils ont de bonnes bases déjà. Mais je pense que c'est des bases aussi qu'ils ont acquis avant de venir dans l'unité. Vous pensez que vous en êtes sortis? Oh, j'en sais rien, je verrai. J'en sais rien. Vous êtes testé, hein, en tout cas. Oui, tout à fait. Je reviens toujours sur les coups. Je prends pas mal de coups, donc... Ça peut arriver en intervention, des choses comme ça, de tomber quelqu'un qui fait du sport de combat, et puis il faut se préparer, quoi. Hein. Vous pensez que vous en êtes sortis, là? On verra bien. Un mec qui n'est pas boxeur, oui, techniquement, mais il va en prendre plein la bouche, hein, on va dire, pour parler franchement. Par contre, on voit s'il se relève, il tombe, il se relève, il revient. C'est exactement ce qu'on veut voir, quoi. Quand vous allez à une intervention, vous allez à un affrontement. Vous passez une porte, vous ramassez, que ce soit du plomb, que ce soit des coups, on peut s'attendre à tout. On ne doit pas être une gêne pour les collègues. S'ils se laissent mourir sur une séance de boxe, je vous laisse même pas imaginer ce qui peut se passer sur une intervention. C'est multiplié par 100. Direction les Pyrénées. La frontière espagnole est toute proche. Voici l'un des principaux points de passage de la drogue consommée dans notre pays. Jusqu'à présent, pour remonter leurs marchandises, les trafiquants utilisaient la méthode du go fast. À bord de voitures de grosses cylindrées, ils foncent le plus vite possible, coupent les voies et n'hésitent pas à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence à plus de 200 km/h. Selon les services spécialisés, 7 tonnes de cannabis arriveraient par la route chaque semaine en France. Mais ces dernières années, les méthodes des trafiquants ont évolué. Désormais, ils jouent la discrétion. Certains empruntent de petites routes de montagne. C'est l'un de ces convois que le GIGN va tenter d'intercepter aujourd'hui. Oui, ce sont des personnes sérieuses que l'on a en face, des personnes aguerries qui ont l'habitude de ce type de méfaits avec des cargaisons de drogue. Est-ce que vos adversaires connaissent le terrain comme vous? Oui, bien évidemment. Ils repèrent eux aussi leurs itinéraires avant de faire leur transport de drogue. C'est important pour eux parce qu'ils reconnaissent les axes les plus favorables. Selon les enquêteurs locaux, les trafiquants s'apprêtent à convoyer plusieurs centaines de kilos de cannabis. Le dernier retour de stup qui a eu lieu, c'était dans la nuit de dimanche à lundi, la semaine dernière. Ils ont remonté de la cam et dans la foulée, il y a eu une com, ok, on en refait un dans la foulée. Sur le mode opératoire, il fonctionne à 4 véhicules.
une ouvreuse, la porteuse et 2 suiveuses. On parle d'armement, ils ont acheté des calaches, ils ont des armes de poing. Pour nous, la mission, c'est d'interpeller en priorité la mule. Plus d'une centaine de militaires sont mobilisés pour cette opération, mais seuls les spécialistes du GIGN sont équipés pour intervenir. Ça c'est de la 9 mm perfo. Voilà, je mets ça parce que si le gars est dans le véhicule, ça me permet de traverser quand même le pare-brise, d'être relativement précis quand même s'il se cache derrière la portière, je vais pouvoir l'atteindre. Si lui, il a un gilet pare-balles basique, j'arriverai quand même à le mettre hors d'état de nuire. Il est 23h. Le convoi de drogue vient d'être repéré. Il est composé de 2 voitures. Leur itinéraire est connu. L'équipe d'intervention n'a que quelques dizaines de minutes pour se mettre en place. C'est cette route que les trafiquants vont emprunter. Pour les arrêter, le GIGN va simuler un accident, ici, à cet endroit précis. Des super gendarmes sont cachés dans la forêt pour prévenir tout de suite. Il y a le muret là. Il y a le muret là qui bloque. Ouais. Et là, si une voiture descend, on le voit. D'accord. Véhicule montant, les gars. Le convoi des trafiquants est signalé. Tout va aller très vite. À l'endroit prévu, le GIGN bloque la première voiture, celle qui ouvre la voie au transport de drogue qui suit. Le passager est interpellé, mais le conducteur a disparu. Tu es combien dans la bagnole là? T'es 2. Et l'autre, tu sais pas qui c'est? Ouais, vu de ma mère, je sais pas. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais, correct. Un Pax et un autre Pax en fuite. Il nous faut un projecteur hélico sur la zone. Le poste frontière, pour l'instant, il reste en place. Nous, on est sur la S3 Louvreuse. On a un individu en fuite. Dans le ciel, pour aider les super gendarmes, un hélicoptère militaire éclaire la zone. Le fugitif a sauté dans le ravin lorsque son véhicule a percuté le muret. Mais le GIGN avait anticipé la fuite. Les hommes positionnés en contrebas le rattrapent. Est-ce que tu peux le remonter? Est-ce que tu as son nom? Ok. Retirez, va falloir. Amène-le, on va tirer. Amène-le là. Allez, fais-le là, allez, lève-toi là. Allez, tu veux courir, allez, marche là, allez. Allez, ferme les yeux. Je dis, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Allez, allez, passe en dessous là. Allez, passe là. Allez, amène-le là sinon. Debout. La pente est escarpée. L'équipe d'intervention le remonte avec difficulté jusqu'à la route. Allez, debout maintenant. Touche-toi, je t'ai dit. Allez, touche-toi. Là. Jeune homme, les consignes sont claires, tu n'ouvres pas les yeux, tu ne regardes pas. Voilà. J'espère que tout s'est bien passé, que tu n'as pas trop mal. L'homme était chargé d'ouvrir la route au convoi, mais la drogue n'est pas dans son véhicule. Je peux respirer, monsieur. Je peux respirer. En contrebas, à quelques centaines de mètres de là, la deuxième voiture des trafiquants vient d'être arrêtée par la seconde équipe du GIGN. Est-ce que l'individu Mercedes fuite a été interpellé? Ok, donc individu interpellé. Merci. Les malfaiteurs étaient lourdement armés. Au pied du siège passager, une Kalachnikov. Sur la banquette arrière et dans le coffre, conditionné dans des sacs en plastique, 700 kilos de résine de cannabis. Valeur estimée de la marchandise, près de 3 millions d'euros. C'est le carton plein là. Ouais, c'est une belle mission. Oui. On avait des fuyantes difficiles, hein, puisque on est en pleine montagne ici avec encore de la neige, une rivière, des ravins. Enfin bon, difficile de se déplacer. Ça a été fait dans les 20 minutes là. C'est forcément le GIGN sur ce genre d'opération. Oui, c'est forcément nous parce qu'on est amené à travailler de plus en plus sur ce type de convoi de stupéfiants. Et aujourd'hui, on a les moyens, les modes opératoires pour travailler
sur des véhicules qui sont souvent au nombre de 3 ou 4. Donc ça rend les choses compliquées, avec bien sûr des moyens d'arrêt, des dispositifs d'interception qui sont aussi dimensionnés. Donc on est aujourd'hui la seule unité à pouvoir travailler dans ce cas de figure. Voici le genre de mission qui attend les nouvelles recrues du GIGN. À Satory, c'est la fin du stage de formation. 1 an s'est écoulé depuis le début des épreuves. Aujourd'hui, le patron du GIGN vient remettre leur brevet aux recrues. Sur les 120 candidats du départ, seuls 7 ont finalement réussi les tests. C'est un moment particulier, mon général? C'est un grand moment, surtout pour eux. Pour nous, c'est de les accueillir, mais pour eux, c'est le moment tant attendu. Là, ils ont souffert pendant plus d'1 an. Donc, tous les gens qui sont là se souviennent de ce moment-là, et donc c'est un moment, c'est intense pour eux. Je voudrais vous dire, vous commencez une aventure fabuleuse, vivez-la pleinement. Longue vie au GIGN. Messieurs, rejoignez vos sections. Alors ça y est, c'est prêt? Ouais, ça y est. C'est bon. C'est bon. Vous vous sentez là? Soulagé? Ah ouais, soulagé. Soulagé. C'est la fin d'un long processus quand même là. Ouais, c'est long. Ouais. C'est long, mais c'est bon, comme on dit. Ça y est, la pression est retombée, c'est bon? Ouais, elle tombe la pression. Chaque année, il faudrait 2 fois plus de recrues pour répondre aux besoins du GIGN. Ah ouais, merci. Celui-là, c'est le bon. Qu'est-ce que ça fait d'accueillir des nouveaux? Ça fait toujours plaisir, on est tous passés par là, donc effectivement ça nous fait du bien de voir du sang frais qui arrive. Ce soir c'est l'occasion pour nous de faire la fête avec eux et pour eux de se détendre après cette année intense de formation pour laquelle ils ont donné de la sueur, du sang, et ceux qui arrivent au bout, on sait ce qu'ils valent et on est content de les accueillir. Une valeur reconnue au plus haut niveau. Depuis le mois de juin, les gendarmes du GIGN assurent à nouveau la sécurité du président de la République. Nous sommes de retour à Satory sur la base du GIGN et nous nous trouvons en ce moment à 25 mètres de hauteur sur une tour assez impressionnante. C'est là qu'ont lieu en ce moment les épreuves de sélection pour les futurs recrues du GIGN. Exercice redouté compte tenu aussi des conditions climatiques que vous voyez, la pluie, le froid, mais très importante pour les candidats. Général Thierry Orozco, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron du GIGN depuis l'année dernière maintenant. Que doivent faire les candidats que l'on voit évoluer autour de nous? Donc le candidat doit monter à la force des bras et des jambes une gouttière le long du mur, jusqu'en haut de la tour, et ensuite évoluer sur une poutre dans le vide. Et l'exercice est rendu particulièrement difficile parce que la poutre va bouger au fur et à mesure de l'avancée. La poutre, elle fait quoi? 3 mètres de long? Vous voyez, elle est derrière nous, elle fait environ 4-5 mètres de long. C'est donc un aller, retour, avec, on ne s'interdit pas des exercices dessus? Des exercices, c'est destiné à découvrir leurs appréhensions du vide, parce qu'ici, il faut se maîtriser quand on est en altitude, et donc de voir s'ils sont capables de se concentrer et en même temps de faire autre chose. C'est un exercice qui est difficile, qui demande beaucoup de maîtrise de soi, et à un moment où on est fatigué, c'est d'autant plus difficile. Vous ne verrez pas le visage des candidats, ils doivent rester anonymes, c'est la loi. Tu vas au bout du rail. Tu exécutes ce qu'on te dit, d'accord? T'interprètes pas, tu fais ce qu'on te dit. Fais travailler ton cerveau. Allez. Le test commence par un exercice de barre fixe, mais à 25 mètres du sol. Tout lâche à partir de maintenant, c'est parti. Ce jour-là, le vent et la pluie rendent l'épreuve encore plus périlleuse. Sur la poutre en acier, la concentration doit être totale. Il faut avancer centimètre par centimètre. Regarde en bas. Le gars qui est accoudé avec l'appareil photo, sa couleur de cheveux, c'est quoi? J'entends pas. Il y en a pas, il est rasé. Ok, fais demi-tour.
Ce candidat semble avoir réussi l'épreuve, mais c'est pour revenir que l'affaire se corse. Avec le stress et la fatigue, ses jambes se tétanisent, elles provoquent elles-mêmes l'oscillation de la poutre. Et c'est là que le candidat doit garder tout son sang-froid pour ne pas tomber. Passe la corde au-dessus de ta tête là après, pour te stabiliser. Voilà. Mais il n'est pas au bout de ses peines. T'arrêtes. Arrête-toi. Mets-toi sur un pied et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ce que ça représente pour toi, cet exercice. Et le dépassement de soi, le goût d'effort, se pousser un peu dans ses retranchements et les craintes de l'homme en règle générale, du peur du vide. À quoi sert cet exercice? Alors précisément l'exercice de la poutre. Alors, la première chose, c'est de voir s'ils savent évoluer dans le vide. Nous travaillons souvent dans des conditions en altitude, sur des balcons, sur des immeubles. Donc il ne faut pas avoir peur du vide. Ensuite, c'est de voir si les gens sont capables de se maîtriser et tout en se concentrant sur quelque chose, être capable de faire autre chose. Les qualités du candidat que vous cherchez à démontrer avec cet exercice, ce sont lesquelles en général? Les principales qualités, la première bien évidemment c'est le courage. C'est important dans notre métier d'avoir du courage, pas de la témérité mais du courage. La deuxième qualité, c'est de bien savoir gérer son stress et évoluer en situation de stress, comme souvent au cours de nos opérations. Et ces qualités, le GIGN les recherche également chez les femmes. Il y a 4 jours, au début des épreuves de sélection, elles étaient 3 à tenter leur chance. Il ne reste plus que 2 pour l'épreuve de la poutre. Amandine est l'une d'elles. Elle a 26 ans, elle rêve de rejoindre les 15 femmes du GIGN qui ont déjà réussi ces tests, exactement les mêmes que les hommes. En général, on a vu que des femmes étaient soumises aux mêmes épreuves. Pourquoi les faire participer à ces épreuves qui sont très physiques? Comme elles participent aux mêmes opérations, elles doivent avoir les mêmes qualités que les hommes et on doit les sélectionner et rechercher ces qualités et vérifier qu'elles correspondent bien au profil d'un équipier du GIGN. Le fait que tu sois une femme, tu vas être vachement plus regardé. On n'est pas très tolérants chez nous. Déjà avec les mecs, on n'est pas très tolérants. On nivelle pas par le bas, alors c'est normal. Ça servira pas d'excuse. Je vais essayer de me battre pour être maximum. C'est pas se battre. C'est pas une histoire de se battre, c'est faire partie du groupe. C'est pas être le boulet du groupe. Parce que si chaque fois qu'on part en mission et qu'on se dit va falloir te porter ou te hisser au-dessus d'un mur, on a autre chose à penser que faire ça. Là, tu viens ici. Nous sommes en compagnie d'Amandine, qui m'a personnellement impressionnée par ce parcours sur la poutre. Bonjour Amandine. Bonjour. Vous êtes plongée dans des conditions extrêmes. C'est aussi le but de cette semaine de sélection. Est-ce que vous ne vous dites pas à un moment donné, mais c'est un peu trop? À quoi bon tout ça? À quoi bon nous torturer autant? Ou est-ce que vous comprenez la finalité à chaque fois des exercices? C'est pas de la torture, hein, pas du tout. Enfin, ça nous entraîne sur le terrain si on rencontre des situations qui seront beaucoup plus difficiles, à être maître de soi et pas rester concentré sur ce qu'on a comme objectif. Si vous êtes heureuse élue cette semaine, vers quelle mission vous destineriez-vous? Nous les femmes, on intègre obligatoirement la force d'observation recherche. Donc obligatoirement c'est tout ce qui est filature, des missions, voilà, suivre des individus, baliser des véhicules, voir sans être vu en fait. Recueillir le maximum de renseignements, se fondant dans le paysage sans jamais être détecté par l'objectif. Comment vous envisagez une vie de famille avec ce métier? Ça demande des sacrifices, forcément, et une tolérance du partenaire, puisque forcément, on n'est pas chez soi tous les soirs, des fois on est absent sans donner de nouvelles, mais c'est vraiment une question de confiance et d'un choix accepté du conjoint. Vous pouvez l'appeler en ce moment pour le tenir au courant? Non, pas du tout. Non. Nous n'avons pas de téléphone portable. Ah oui, coupé du monde? Oui, aucune nouvelle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Courage, sang-froid, gestion du stress. Ok. Voilà quelques-unes des qualités attendues par le GIGN. Mais l'une des plus importantes pour mener leurs opérations sur le terrain, c'est la cohésion du groupe. Ah, merci.
Et pour la renforcer, ils ont imaginé des épreuves spectaculaires, mais aussi très dangereuses pour la vie humaine. Elles ont lieu dans le stand de tir du GIGN. Parmi les hommes du GIGN, vous avez au moins 150 tireurs d'élite et on va assister à un autre exercice, le tir coordonné, c'est-à-dire cet homme, Patrice, qui est vivant, bien vivant, et autour de lui 9 cibles. Oui. Alors derrière nous, nous avons 9 ballons qui vont représenter 9 preneurs d'otages. Oui. Patrice va donc coordonner 9 tireurs d'élite qui vont simultanément faire exploser les 9 ballons. Sans lui, sans ce chef d'orchestre, il n'y aurait pas au bout une seule détonation avec 9 balles qui partent et qui atteignent 9 cibles. C'est-à-dire que si l'exercice est réussi, on entend un top et on entend une détonation pour 9 balles. J'espère que nous n'entendrons tout à l'heure qu'une seule détonation. On a bien compris donc la confiance aussi, parce qu'il n'y a pas de gilet pare-balles. Patrice est au milieu de ce que vous appelez le fer à cheval. Tout à fait. Symboliquement, c'est 9 cibles. Et les hommes, les tireurs, ils sont où? Ils sont là-bas, couchés devant nous. Ils doivent nous regarder dans leurs lunettes. En attendant, on va leur laisser le champ libre et leur permettre d'agir tranquillement. Prêt. 2, prêt. 3, prêt. 4, prêt. 5, prêt. 6, prêt. 7, prêt. 3, 2, 1. Feu! Tous les lundis matins, un gendarme du GIGN remet ainsi sa vie entre les mains de ses collègues. Dans cet exercice, les cibles sont situées tout autour du gendarme, mais ils ont inventé une autre épreuve dans laquelle c'est le gendarme lui-même qui devient la cible du tireur. Ils l'ont baptisé le tir de confiance, un test qu'ils sont les seuls au monde à pratiquer. Oula! Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va m'arriver, général? Mais c'est très simple. Fred, qui est ici, va aller à 15 mètres, et avec son arme, eh bien, il va détruire ce plateau d'argile que l'on va fixer sur le gilet que vous porterez. Qu'est-ce que c'est comme arme? Un revolver en 38 spécial. Donc, on m'équipe. Eh bien, bonne chance. Ok, merci. Merci. Vous êtes un tireur d'élite? J'espère. Hein. Ça pèse très lourd là, vous me rajoutez une plaque, mais du coup c'est du costaud. C'est une plaque en céramique, elle est destinée à arrêter la balle. Ensuite vous avez dessous un gilet avec des couches de Kevlar, de manière à ce que l'impact ne soit pas traumatisant pour vous. Je ne devrais donc pas être traumatisée. Vous me direz ça tout à l'heure? Si, tout à l'heure. Alors, votre premier ressenti? Ça fait quand même un petit quelque chose, hein. L'appréhension monte quand on voit grandir le... Quand on est face à une arme? Ah oui, oui, parce que c'est jamais anodin finalement. D'être les yeux dans les yeux avec un tireur qui n'est pas un tueur. Et bravo. Bravo parce que vous m'impressionnez surtout. Je vois ce que c'est maintenant que la vraie confiance. On va dire que c'est toute la philosophie du GIGN. Le mot confiance, c'est un mot central chez nous. D'abord la confiance en soi, il faut que le tireur ait confiance en lui pour être sûr qu'il va taper le plateau. Ensuite, c'est la confiance de celui qui est la cible. Il fallait que vous ayez confiance en Fred. Sans ça, vous ne vous seriez pas exposé à un tir. Et puis ensuite, c'est la confiance dans les équipements. On fait confiance aux gilets, on fait confiance aux armes, on fait confiance aux munitions. Quand on part en mission, il faut que chacun ait confiance dans l'autre. À quel moment de la formation vous jugez que vos hommes sont capables de réaliser ce tir de confiance? Après environ 1 an de formation. Oui, quand même. Ça va clôturer leur formation
Et devant tous leurs pairs, devant tous leurs camarades réunis, ils vont faire ce tir de confiance. C'est pour leur dire, nous avons été bien formés, vous pouvez nous faire confiance, nous pouvons partir avec vous en opération. Moi, je vais garder un bout du fuseau d'argile, il ne reste plus grand-chose. Vous êtes content de votre travail? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Eh bien, c'est dans ce stand de tir sur la base du GIGN à Satory, près de Versailles, que nous nous quittons ce soir. Grâce à vous, Général, on a pu, je crois, mieux connaître ces hommes et ces femmes du GIGN. Merci. Je vous en prie. J'espère que vous avez mieux compris, vous aussi, ce qu'ils endurent pour en arriver là et ce qu'ils vivent au quotidien. Dans un instant, enquête exclusive, et nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle émission de Zone Interdite. Très belle soirée à vous. À bientôt.